Bonjour à tous et bienvenue sur ce second numéro des prospects draft. Et oui, comme vous le savez, chaque année, ça fait maintenant 2 ou 3 ans, Ryan de la team TTP, The Triplet, vient nous voir et nous présenter des joueurs qui vont se présenter à la prochaine draft. On l'accueille de suite, je le fais rentrer, il est en backstage. Salut Ryan, comment tu vas? Ah bah, ça va et toi, Joe? Eh ben, ça va très bien, ça va très bien. Donc hier, vous avez pu retrouver l'épisode sur les Edge. Aujourd'hui, on va encore parler de beaux monsieur. On a vraiment des beaux monsieur et on va rester du côté de la défense et on va parler des defensive tackles. Voilà, donc c'est pas moi qui choisis les joueurs, hein. Je laisse vraiment Ryan choisir 5 joueurs. Ça veut pas dire que c'est son top 5, mais voilà, c'est des joueurs qu'il aime bien parler. Et donc il y a des joueurs bien sûr qui vont être draftés très haut, mais il y en a d'autres qui peuvent être draftés beaucoup plus tard. Il l'a déjà montré l'année dernière. Il y a des joueurs qui sont draftés des fois au 4e, 5e tour, mais c'est des joueurs dont il a envie de parler. Voilà, donc ne venez pas nous dire ouais, non, mais il est 4e ou 5e. Non, c'est pas ça du tout. Voilà, Ryan, tu peux confirmer, c'est toi qui choisis les joueurs et tu nous décides des joueurs que tu as envie de nous parler. Alors ouais, les autres années, c'était vraiment ça. Cette année, c'était un petit peu différent dans le sens où, comme tu le sais et comme certaines personnes dans la com le savent, cette année, j'ai eu beaucoup de soucis perso et pro, qui ont fait que j'ai pris beaucoup de retard sur mes scoutings et cetera. Donc cette année, c'était un petit peu mes 5 joueurs par défaut. Malheureusement, on est un petit peu limité par le temps, Joe. On décide pas de la date de la draft. Donc la draft arrive et il faut avancer. Donc c'est un petit peu 5 joueurs par défaut. J'entends bien par défaut, ça reste des joueurs que j'ai envie de faire. Là, par exemple, aujourd'hui, un joueur qui sera pas dans la liste, c'est par exemple le defensive tackle de Georgia, Kristen Miller, qui est vu comme un joueur qui devrait sortir assez tôt. J'ai par exemple Darrell Jackson Jr. de Florida State que j'ai pas encore fait non plus. C'est comme ça. C'est des joueurs que j'aimerais pouvoir faire, que j'aimerais pouvoir scout, mais que pour l'instant, j'ai pas le choix. J'ai dû les mettre de côté et avancer. Donc, Kristen Miller, je pense qu'il aura par exemple sa fiche sur le site avec les 5 noms dont on va parler aujourd'hui. Mais à l'instant T, je ne l'ai pas fait. Et puisqu'à l'instant T, je ne l'ai pas fait, malheureusement, je ne peux pas te le mettre dans la liste. Et tu le sais, les gens le savent, j'ai pas pour habitude de balancer des noms comme ça et ensuite de juste aller lire leurs fiches en américain et de faire le mec en fait qui allait scouter un joueur alors que je l'ai pas fait. Donc cette année, voilà, c'est un petit peu par défaut. C'est 5 joueurs dont certes j'ai envie de parler, mais ça reste 5 joueurs qui sont vus assez haut, parce que voilà, il faut parler des joueurs aussi qui vont être pris assez tôt. Donc j'essaye toujours de proposer des petits gars ça et là. Aujourd'hui, il y a des gars dont j'aurais bien aimé parler en tant que sleeper, mais j'ai pas assez de tape, mais j'ai pas pu les regarder assez, j'ai pas pu en fait, concentrer mon avis et vraiment préciser certaines choses, donc je peux pas les présenter. Je pense à un mec comme David Gusta, par exemple, de Kentucky, ancien nose tackle de Washington State. C'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est un profil que j'aime beaucoup. Je pense que s'il tombe dans le bon environnement, ça pourrait être un des sleepers de la prochaine draft. Malheureusement, je peux pas en parler aujourd'hui parce que mon avis est pas assez précis sur lui. Et pour l'instant, vu que j'ai pas le temps et qu'il faut que je fasse d'autres positions, je suis même pas sûr qu'il ait sa fiche sur le site, tu vois. Donc c'est des joueurs, je pourrais peut-être en parler un petit peu plus lors du live draft qu'on fait chaque année. Mais là, pour un épisode où vraiment on essaye de prendre des prospects, en parler très en détail, malheureusement, ouais, ça reste un petit peu une liste par défaut de 5 noms, qui, ouais, malheureusement, aujourd'hui, on va voir, il y a beaucoup de noms qui sont vus assez tôt dans la draft et il n'y aura pas tant de sleepers que ça aujourd'hui, pour pas dire quasiment aucun. Peut-être un, parce qu'il a beaucoup déçu lors de son cursus, ce qui, je pense, va le faire chuter assez bas. Et donc, de facto, pourrait devenir un sleeper. Je pense qu'il aura une meilleure carrière en NFL que ce qu'il a eu à Clemson, s'il joue sérieusement, s'il s'entraîne sérieusement. Mais ouais, c'est plus un sleeper par défaut. Je pense que s'il avait fait une meilleure carrière à Clemson, on aurait pu en parler beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tôt lors de cette draft. Mais on y reviendra. Voilà, Ryan, tout simplement, moi, c'est ça que j'apprécie avec Ryan, avec la team The Triplet. On s'invente pas une vie. Le mec qu'on n'a pas vu ou qu'on a vu que des highlights, on n'en parle pas parce que on se fait des idées. Bien sûr, ils les ont vus toute l'année, mais on s'invente pas une vie. On n'a pas vu, on n'a pas regardé les matchs, on n'a pas regardé tout ça, donc on va pas inventer quoi que ce soit en scouting. C'est ça que moi j'apprécie. Moi, je suis le premier à dire, ah bah ouais, ouais, machin. Mais quand on regarde, bah oui, les highlights, vous regardez des highlights de tous les joueurs.
eh ben, on vous proposera le meilleur et on n'aura pas tous les défauts. Ce qui arrive avec David Bailey, aujourd'hui, les gens qui regardent David Bailey, je fais la petite aparté en edge, il est monstrueux sur les highlights. Tu mets les highlights, ça flash de partout. Par contre, quand tu regardes les matchs, par moment, il y a des trous. Je vous laisse découvrir l'épisode de hier, on en a parlé, voilà. Mais voilà, c'est vraiment. Moi, c'est ça que j'aime bien. C'est aujourd'hui, on s'invente pas, on raconte pas n'importe quoi, on s'invente pas une vie. Et après, vous avez le droit de pas être d'accord, vous avez le droit de pas, boire les paroles de Ryan sur certains prospects. Mais après, chacun a le droit d'avoir son avis, chacun a sa sensibilité aussi par rapport aux joueurs, par rapport à ses qualités et ses défauts. Et ça fait partie aussi de l'avis de tout le monde. Et c'est important aussi que chacun puisse se faire son avis. On vous parle de 5 joueurs, c'est l'avis de Ryan. Mais après, voilà, il est la plupart du temps juste, il n'est pas là non plus pour dire à un mec qu'il est mauvais ou il n'est pas bon. Mais si on donne un range on va dire, de draft, c'est pas parce que il est tier 3 de Ryan ou tier 2 que ça annonce le joueur il est mauvais. C'est pas du tout le cas, quoi, en fait. Voilà, après. Ou tier 4, ça veut pas dire que le joueur est mauvais, tout simplement. Je préfère le dire parce qu'on n'en parle pas assez. Et je trouve que c'est la petite aparté de ce début d'épisode. Mais c'est important aussi de le rappeler et de dire aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent vraiment la vérité, quoi. Voilà. C'est C'est le ça. cas de Et dire. d'ailleurs, bah, tu le sais très bien, moi je suis pas là, comme tu l'as dit, pour que les gens boivent mes paroles. Bien au contraire, j'incite toujours aux gens à se faire leur propre avis, à aller voir en fait le joueur, à s'y intéresser, à voir les petits soucis qu'il peut avoir et ensuite on en débat. Je trouve ça toujours beaucoup plus intéressant que, Exactement. d'écouter en fait ce Exactement. que je dis et de se dire: «Ah ouais, bah, putain, ouais, il a raison». Ça c'est en vrai, c'est pas intéressant, Et c'est pas intéressant. Et la vérité d'aujourd'hui, on l'a déjà vu, il y a des joueurs, on dit ouais, en NFL, ça sera compliqué et tout. Ils tombent dans au bon endroit, dans le bon système, avec le bon Mmh. coaching staff, avec le bon truc. Et le mec, il explose en NFL. Oui, ben, on l'avait pas vu. Bah oui, bah, ça arrive tous les ans, hein. Et il y en a, on Exactement. les a vus très haut et on se dit, bah, mince, ils sont tombés dans la franchise, pas au bon endroit. Et on a vu. Et de toute façon, tout simplement, hein, le cas Sam Darnold de cette année, hein, qui remporte le Super Bowl en tant que quarterback. Voilà, ça fait 2 années, comme par hasard, il fait 2 belles années, on va dire, en tant que quarterback, avec ses défauts et ses qualités, bien évidemment, en NFL. Mais un joueur, il ne faut jamais l'enterrer. On ne sait jamais ce qui peut arriver, quoi. Donc, Exactement. Et d'ailleurs, tu vois, le fait que tu aies choisi enfin, que tu aies donné les deux exemples ici, moi je les ai, hein, sur ma, très courte, carrière, tu vois, de scout, je les ai les 2. J'ai Evan Neal aux Giants où je voyais vraiment un top 3 pick, et moi-même je serais allé le chercher limite, top 1 et on voit que, bah, finalement, c'est très compliqué aux Giants et qu'il est carrément passé par un repositionnement au poste de guard et que là, il essaye un petit peu de relancer sa carrière. Donc la preuve, c'est que je me suis planté et là, ça aurait été un bust, énorme de ma part. Et j'ai le contre-exemple parfait de Byron Young, l'edge de Tennessee, chez qui je voyais un 6e, 7e tour à l'époque. D'ailleurs, je crois même que j'ai sa fiche ou ouais, il me semble que j'ai sa fiche ou un tweet. Donc vraiment, je le voyais très très bas parce que à part des énormes qualités athlétiques, je ne voyais pas grand-chose d'autre. Et bah, le mec, en fait, il pète tout aux Rams, en jouant sur ses capacités athlétiques. C'est-à-dire que quand je le vois en NFL, je vois pas de choses que je ne voyais pas, tu vois, sur les tapes à Tennessee. Mais jamais de la vie, j'aurais pu penser que simplement avec ses capacités athlétiques, il serait capable d'exploser autant. Donc, je peux me tromper. On en revient à ce que je disais, je peux me tromper, tout le monde exactement. peut se tromper. Et il n'y a pas de vérité absolue. Jamais, jamais et encore moins sur la draft. Exactement. C'est comme le tackle ou le guard qui a été drafté par les 49ers. Tu l'as mis au 4-5e tour. Et tu dis lui de Kansas qui sera très bon en NFL, qui Mmh. arrivera. Et je sais plus son nom. Bref, il m'échappe parce que moi, les noms, je ne retiens pas toujours. Mais il joue titulaire sur la O-line à San Francisco. Et c'était un 4 ou 5e Ouais, tour. Et ça, c'est tu très bien. viens de me foutre un blanc là, du coup moi-même je Ouais, l'ai plus. Mais ouais, ouais, non mais ça pour c'est tout le monde voit à qui on parle. Voilà. je rebondis d'ailleurs par rapport à ça, hein. C'est que tu disais, c'est pas parce qu'on met des gars en tier 3, tier 4, c'est nous on les évalue sur ce qu'ils sont aujourd'hui. Un joueur peut progresser et surtout un joueur avec ses qualités, s'il est mis dans le bon système, au bon endroit, au bon moment comme tu le disais, bah, il peut être excellent. On le répète chaque année, on milite un petit peu, on fait du lobbying, très souvent Elio, Valentin et moi, sur le fait que, non, vos choix de DI3, donc 4e, 5e, 6e, 7e tour sont pas inutiles. Il y a aucun choix dans la draft qui est inutile si tu sais ce que tu recherches et que tu vas le chercher au bon moment. Et en l'occurrence, ce mec-là, bah, c'était son range. C'était son range d'aller le chercher en milieu de draft. Et pourtant, il me semble qu'à l'époque, déjà sur la fiche, je mettais que même en allant le chercher en milieu de draft, il pourrait prendre une place de titulaire si on le replaçait en tant que guard.
Dominique Pougny, voilà. Dominique Pougny, exactement. Ça vient de me revenir. Mais donc ouais, c'est pas parce que je marque qu'un joueur est tier 3, 4, 5 qu'il va forcément être éclaté au sol. Et d'ailleurs, si Exactement. je lui vois une utilité, très souvent, je le dis dans mes fiches, il y a des mecs qui vont être des super special teamers, tu vois. Et ils peuvent faire une carrière entière, ils peuvent faire 10 ans en special team. Et quand tu fais 10 ans en special team en NFL, bah excusez-moi, mais ouais, vous avez fait partie du top mondial des athlètes pendant 10 ans, même si vous aviez qu'un rôle de special teamer. Special teamer, je vous assure que les équipes qui vont gagner le Super Bowl, bah, ils sont bien contents d'avoir un mec spécialiste de special team à qui on lui demande de faire ça tout le temps et il est capable de te faire 100 reps exactement de la même manière et de t'apporter ça dans l'équipe. Et moi, rien que pour le salaire, je prends tous les jours. Voilà. Allez, c'était la petite aparté de ces 10 premières minutes. On rentre dans le vif du sujet, Ryan, et on va parler donc de nos prospects qu'on va présenter aujourd'hui. Et le premier, c'est Dominic Orange, le defensive tackle d'Iowa State. Voilà, donc un joueur qui a Iowa plutôt a fait une belle saison. Et déjà l'année dernière, ils avaient fait plutôt une belle saison. Et ben, ils ont surfé, on va dire, sur les qualités des joueurs qu'ils avaient. Et Iowa State qu'on avait un peu après les départs de l'après-Covid où ils avaient plutôt bien performé avec le quarterback qui est aux 49ers, pareil, Brock Purdy, pardon, et Brissy Hall, bien évidemment, qui était aussi. On avait sorti un petit trou et ça, le programme a plutôt bien rebondi. Et Dominique Orange en est la preuve aujourd'hui, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est pour le coup, Dominique, c'est un de mes petits chouchous de cette draft. C'est pour ça que je te l'ai placé en premier nom de cette liste. Je suis pas loin de penser que c'est l'un des meilleurs prospects au poste de nose tackle de la prochaine draft. Dominic Orange, déjà, c'est un joueur qui, malgré un très jeune âge, il a 21 ans, il va sur ses 22 en mars prochain. Enfin, en mars prochain. Au moment où on dit ça, l'épisode sortira, je crois, en avril, hein, donc c'était plutôt en mars dernier. Donc il vient d'avoir 22 ans. Donc c'est un très jeune joueur, malgré tout, il est extrêmement expérimenté. Il est titulaire depuis des années au milieu de cette défense d'Iowa State. Je crois que j'ai regardé un petit peu là au moment où je faisais sa fiche, il a 1200 et quelques snaps pris sur sa carrière de college football. Mais pour un joueur de 22 ans, je vous promets, comme ça, peut-être que ça ne vous parle pas forcément. 1200 snaps en college football, c'est assez énorme. Donc avoir ça chez un joueur qui donc est sorti d'Iowa State à 21 ans, c'est impressionnant. En fait, on se dit qu'on a à la fois un joueur très expérimenté, mais encore extrêmement jeune. Dominic Orange, c'est un joueur qui est extrêmement puissant. Très souvent, quand on parle d'athlétisme ou de capacité athlétique, on n'y pense pas forcément, mais on a tendance toujours à voir la vitesse, voir des joueurs extrêmement agiles, extrêmement rapides, qui font des scores très impressionnants aux 40 yards. C'est pas tout à fait là où en fait Dominic va briller, mais plutôt sur tout ce qui a trait au powerlifting, à tout ce qui a trait à la puissance pure, où là vraiment le mec, il a explosé tous les records déjà à la fac. Tout le monde le disait, tu vois, dans la weight room, dans la salle de muscu, c'est juste un monstre. Juste comme ça, hein, je vous ressors les stats. On parle d'un bench press max, donc d'un développé couché à 450 pounds, soit 205 à peu près kilos. Donc le mec est capable de te faire une rep à 205 kilos au bench press. On a du squat à 295 kilos. On a un clean rep qui est à 165 kilos. Il a enregistré une descente sèche qui a été enregistrée à 34 inches. Donc, juste comme ça, en ordre d'idée, hein, c'est autant qu'un Armand Membou, qui a été vu par beaucoup comme un monstre athlétique. Ou pour les plus anciens qui nous lisent, c'est ce que j'ai écrit sur ma fiche, un Don Taripo. Donc, toi, ça va te parler normalement, Don Taripo, qui était un defensive tackle. Donc, c'est un joueur qui, en termes de puissance, de capacité athlétique, qui a trait à la puissance, et donc c'est très important pour un nose tackle. C'est un mec qui est prêt pour la NFL. Et il est prêt déjà à 22 ans, tu vois. En termes de points forts à noter chez Dominic, qu'on se le dise directement, c'est sa capacité à défendre la course. Je pense que directement, dès son année 1, tu peux déjà le mettre sur le terrain dans certains packages pour défendre la course. C'est ce qu'on appelle un... Là, actuellement, sur son profil, c'est ce qu'on appelle un gap hitter. Donc, pour la traduction, c'est un mangeur de trous, un mangeur de gap. C'est le mec, en fait, l'espèce de monstre que tu vas foutre en fait au milieu et qui va te prendre deux gaps juste par sa présence
Et tu le vois immédiatement sur les tapes, sur sa capacité à défendre contre les combos blocs, contre les double teams. Tu vois, quand tu as deux O-line qui viennent monter sur toi pour créer un trou, et donc soit qui restent les deux sur toi pour vraiment te sortir du passage, ou alors ce qu'on appelle un combo, voir les deux O-line en fait qui montent sur toi, te poussent, et une fois qu'ils t'ont décalé, voir le deuxième O-line monter en fait au second rideau sur le linebacker. Il est excellent. J'ai rien d'autre à dire, c'est probablement un des meilleurs de la QV sur ce point. Ok, Dis, ok, dis... ok. Ouais, non, T'as non, dû respirer, dis-moi. non, 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 ouais, ouais, non, non, mais je voulais dire quelque chose, mais je voulais te laisser finir. Parce que c'est pour ça que je coupe mon micro, parce que j'aurais tendance des fois à trop rebondir et à te couper trop souvent. Donc, je veux surtout pas le faire. Je disais, le seul problème de ces positions-là, nose tackle, ouais, parce qu'on dit defensive tackle, mais là, c'est un vrai nose, donc que tu poses au milieu. La position est vachement dévaluée. Et c'est ça aussi le problème, apparemment, en NFL. C'est si tu es pas vraiment, je veux dire, l'élite de l'élite, bah, tu as tendance à chuter un petit peu la draft. Mais ça reste quand même un poste qui est très, très important. Et moi, je pense que dans chaque équipe, je le dis aujourd'hui parce que c'est le poste, on vient en parler. Moi, dans chaque équipe, un vrai nose tackle pour arrêter la course, ça devrait être primordial. Tout le monde devrait en avoir un. Et il y a beaucoup d'équipes qui n'en ont pas, quoi. Vraiment de Mais vrais nose. tout le monde en cherche. Et le problème, Ouais. c'est que, comme tu dis, en fait, ils cherchent vraiment l'élite de l'élite. Et justement, sur cette draft, je pense qu'il y a beaucoup de noms qui risquent de chuter. Déjà, rien que sur aujourd'hui, techniquement, sur les 5 noms que je vais te proposer, on a 4 nose tackle. Un avec une petite différence parce qu'il peut, je pense, transitionner vers un poste de defensive tackle. Mais euh, tu vois, l'année dernière, on parlait d'une draft qui va être élite au poste de running back. Tu vois, on a dit c'est l'année où si tu cherches un running back, draft-en un, même si c'est pas ton premier, ton second ou ton troisième choix, parce qu'il y a tellement de talent, elle va tellement être dense qu'en fait, limite, tu peux pas te tromper. Et on l'a vu, par exemple, avec mon équipe Washington, qui allait chercher un Jacare Cross-Kemerit en fin de septième. Et le mec, en fait, sort d'une année rookie excellente et on s'y attendait. Et j'ai la sensation que cette année, ça va être ça, mais pour les nose tackle. Pas les defensive tackle, les nose tackle. La draft est extrêmement dense sur ce genre de profil. Et je pense que, ouais, forcément, en fait, si t'es pas élite, il y a des chances que tu glisses. Et je pense qu'il y a certains noms qui vont impressionner le soir de la draft, le soir du deuxième ou du troisième jour, parce qu'on va se dire, putain, ce mec-là, il est toujours pas sorti. Mais bordel, qu'est-ce que t'attends? Mais en fait, la draft est tellement dense et la position tellement peu valuable que je serais pas étonné de voir certains noms très intéressants ne sortir qu'au troisième jour. Et du coup, non, juste pour revenir sur ce que je te disais avec sa capacité à prendre les double teams, un point que je value énormément les autres années sur ce genre de profil-là, sur leur capacité à prendre des double teams, c'est à quel point je vais devoir chercher ou non sur ces tapes une rep qui vraiment va me faire me lever de mon siège tellement le gars va être exceptionnel sur ce point. Et en fait, avec Orange, c'est con à dire, mais j'ai pas eu à les chercher. C'est-à-dire qu'en fait, à littéralement tous les matchs quasiment que j'ai pu voir, tu as au moins une rep où il se retrouve en 1 contre 3 et où il arrive à tenir son gap. Ou alors où il arrive à te créer un amas de joueurs, tu vois, au milieu, un espèce de gros amas de tu sais pas ce qui se passe au milieu parce que les mecs n'ont pas réussi à le bouger. Et j'ai pas eu besoin de les chercher, en fait, ces reps-là. Elles viennent à toi, tout simplement. Tu regardes un match, il y a forcément une action dans le match où tu vas voir donc Big Citrus et tu vas te dire ah non, putain, c'est fort ce qu'il fait. Et d'ailleurs, il y a une rep, et j'en parlais avec Val, je crois, sur un épisode des têtes de fromage ou de je sais pas quoi, justement, quand on a parlé de Dominic Orange. Il y a Oui. une rep qui m'a marqué contre Kansas State où il se retrouve en 1v4 et le mec te crée un amas de joueurs parce qu'ils n'arrivent pas à le reculer. C'est-à-dire, les 4, tu as deux interior line. Je crois que tu as un fullback qui vient le taper et je crois que tu as un tight end qui était en espèce de pool ou je sais pas quoi qui vient se rajouter. En fait, tu le vois lui au milieu de 4 joueurs. Les 4 joueurs n'arrivent pas à le pousser. Lui, il est là, il est posé. Et d'un coup, en fait, c'est con à dire, mais c'est du 11 contre 11. Si tu as 4 joueurs qui sont obnubilés par un, c'est que forcément, sur ton front 7, il y a des mecs qui sont tout seuls et qui vont faire le jeu. Donc, quand tu mets tout ça bout à bout, ça en fait pour moi un prospect qui est très sous-évalué dans le process. Autre chose que j'avais envie de noter avec lui, c'est qu'à l'instant T, il a déjà un profil de nose tackle moderne. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un espèce de Vince Wilfork que tu vas être obligé de mettre sur un front 3, tu vois, au milieu.
Si tu as envie de faire ça, il sera capable de le faire, mais je pense qu'il a la mobilité et les qualités pour également se décaler en tant que tech 1 sur un front 4. Donc déjà, ça t'ouvre tes perspectives parce que beaucoup plus d'équipes vont venir te chercher si tu peux jouer dans tous les systèmes, tu vois. Et pour moi, ça le rend d'autant plus dangereux parce que sur un front 4, il n'y a pas 36 solutions. C'est-à-dire que tu vas être obligé de le double team à un moment donné. Et si tu le double team, ça veut dire que tes 3 autres gars sur la ligne vont être dans des situations de 1 contre 1. Donc en fait, tu vas potentiellement permettre à tous tes gars de bien manger, quoi. Ou par exemple, si tu as un edge rusher beaucoup trop dangereux, tu vas être obligé de garder un tight end sur lui pour le chip ou pour essayer de le bloquer. Mais donc ça veut dire que tu te retires une option de passe. Ça veut dire que si tu commences à t'envoyer un blitz, il va forcément être libre, ou alors ça va te prendre le running back, mais donc tu retires encore une option de passe. Je pense vraiment que si tu l'installes sur un front 4, ça va lui demander un petit peu de travail sur ses capacités de pass rush, mais il y a moyen qu'on voit un joueur beaucoup plus productif que ce que la ligne de stats nous montre ici, tu vois. Ok, ok. Non, mais c'est complet. J'ai oublié de te poser la question, et c'est vrai que je le pose pas souvent, et ça vient de me venir là l'idée, parce que bien sûr, hein, vous me connaissez, hein, je suis pas le plus grand spécialiste à préparer mes épisodes. Je prépare les slides, je prépare les noms de joueurs. J'essaie déjà de le faire comme il faut. J'ai oublié de te le poser déjà, même pour les Edge. En 2 mots, allez, en quelques mots, Ryan, on va pas faire 2 heures là-dessus, mais qu'est-ce que tu regardes en premier au poste de defensive tackle? C'est quoi les premiers trucs que tu recherches à te dire oui, lui, il a quelque chose? Il y a plusieurs détails des fois, mais qu'est-ce qui t'intéresse vraiment au poste de defensive tackle, toi? Alors, généralement, en premier lieu, ça va être sa capacité à défendre la course, Ouais. parce que j'estime que c'est primordial au poste de DT. Aujourd'hui, tu es dans une ligue où tu as tellement d'athlètes, tellement de puissance et de violence dans les tranchées, qu'un defensive tackle qui est uniquement dangereux en pass rush n'a pour moi, j'ai envie de te dire, limite pas d'avenir. Et pour ce faire, je vais regarder est-ce qu'il a une bonne capacité d'explosivité en sortant de sa stance, ce qui peut avoir un vrai un vrai un vrai comment je peux te dire ça, un vrai impact en fait chez les Ouais. pros. Avoir ce premier pas très explosif, ça peut déjà te permettre d'avoir un avantage sur certains O-line sur certains intérieur O-line qui peuvent être un petit peu pâteaux. Je vais regarder forcément le leverage Mhm. parce que c'est primordial là encore pour être capable de bien défendre la course, et parce que très souvent à cette position-là, le leverage va me donner une voire plusieurs indications qui vont être: est-ce que le joueur est assez puissant sur ses jambes? Est-ce qu'il est capable de prendre beaucoup de poids sur ses jambes et donc être capable de bien encaisser les impacts, tu vois, des athlètes qu'il a face à lui? Ouais. Et le deuxième point que ça peut me donner, un bon leverage, c'est également une capacité, comment dire, à le développer également sur son pass rush. Tu vois, donc déjà voir s'il a une bonne puissance en bas du corps, voir s'il est flemmard également, parce que très souvent on a des joueurs qui sont capables de le faire, mais c'est chiant. Je vous promets, si vous avez jamais joué sur la ligne, si vous avez jamais fait de foot US, un truc tout con que vous pouvez faire, mettez-vous dans votre salon, essayez de tenir la chaise pendant X secondes, tu vois la position de la chaise, et vous allez voir ce que c'est. C'est chiant, c'est vraiment très très chiant de rester bas. Donc déjà, ça me permet de voir est-ce que le joueur est capable de se faire violence pour essayer de le faire, ou est-ce que c'est un flemmard qui va se contenter de se relever et de dominer avec son haut du corps. Donc je te dirais, ouais, l'explosivité, la capacité de leverage, et ensuite la séparation, peut-être le punch, la capacité à justement ne pas aller s'encastrer dans les intérieurs all line d'en face, parce que, encore une fois, si au niveau college football, avoir des capacités athlétiques bien plus importantes, et je t'en parlais grâce à l'explosivité sur son premier pas, tu peux être capable d'aller percuter en fait les all line d'en face avec ton épaule. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que Dominique fait et que j'ai noté dans ses points faibles. Mais pour ça, il faudra aller lire ma petite fiche sur lui sur le site. Mais c'est quelque chose qu'il a tendance à faire. On a d'autres gars d'ailleurs dans ce top 5 qui ont tendance à le faire. Vraiment de partir, d'utiliser leur premier pas très explosif pour aller percuter un mec à l'épaule ou avec le coude, le faire reculer un peu, et c'est ça qui te crée en fait cette séparation. Ouais. Le problème, c'est qu'en NFL, ce sera pas le cas. Tu es face à des mecs qui athlétiquement sont aussi forts que toi et qui parfois techniquement sont très au-dessus de ce que tu vas affronter en college football. Donc j'aime voir justement cette séparation, et voir le mec être capable de développer ça pour ensuite
soit faire du gap control ou aller faire le plaquage plutôt que des mecs qui vont taper à l'épaule, parce que très souvent en NFL, quand tu vas faire ça, le O-line, en fait, limite te ceinture, il t'attrape, t'es dans les tranchées, donc le holding sera jamais sifflé. Et en fait, ça y est, ta rep, elle est morte. Parce que même si tu es capable de boucher un petit peu ton trou avec ton corps, pareil, les running backs, c'est des athlètes qui sont très différents. Tu ne plaqueras jamais un mec sans tes bras ou en étant bloqué et essayer de l'attraper, tu n'y arriveras jamais. Donc, je te dirais, ouais, ces 3 points-là sur le poste de defensive tackle sont vraiment très importants pour moi. Ok, ok. Et moi, j'aime bien. Alors, vous allez me dire, il y a Elvin serait là, me dirait, mais pourquoi tu cherches un mec qui a un QI foot et tout? Moi, tous les postes, en fait, voilà, je pense que le QI foot reste important. Et en fait, moi, j'aime bien les mecs aussi qui vont, ils sont dans le rep, mais qui savent où ils sont et savent où est le ballon, quoi. Parce que t'as combien de défensifs tackles qui sont là, ouais, machin, et de ce coup, t'as le running back qui passe à côté, et ils sont à moitié encastrés, comme tu dis, comme des golemons, la tête baissée, et pris par ton line. Et moi, j'aime bien les tackles qui arrivent et puis qui font, qui voient ça, puis hop, qui viennent choper le running back, je veux dire, au dernier moment, et tu dis, purée, la rep, elle est énorme. Et ça, c'est vraiment ce que j'adore voir chez les, defensive tackle. Chez Non, les non, ouais, non, defensive mais c'est tackle. clair, c'est clair. Et c'est pour ça que je te dis que pour moi, ça reste important de créer cette séparation parce que, comme tu le dis, si tu es en fait encastré dans le O-line face à toi, très souvent, en fait, tu vois pas ce qui se passe derrière et tu ne peux pas lire le jeu tout simplement. C'est ça, c'est ça. Et là, alors, Dominique Orange, pour toi, ça sort Bon, suivant la draft, c'est jamais évident, mais il y a des possibilités qui sortent au premier tour ou pas? Non, je pense pas. Je pense pas Non. parce que malheureusement, il dispose pas d'une hype assez importante. Comme je te l'ai dit, on est sur un rôle de nose tackle assez pur, c'est-à-dire que même s'il a un rôle assez moderne, on restera sur un nose tackle. J'ai beaucoup de mal en fait à le voir faire une transition au poste de defensive tackle. Après, j'ai peut-être tort, hein, comme je t'ai dit, c'est un athlète qui est assez important. Je pense qu'en perdant un petit peu de poids, en s'affûtant un petit peu, ça pourrait être un joueur d'une toute autre qualité. Mais pour l'instant, je trouve que le travail qu'il va devoir effectuer pour transitionner vers ça est beaucoup trop énorme. Et en fait, limite, ça serait pas forcément le bon choix vu la capacité et le talent qu'il peut avoir en fait en tant que défenseur contre la course. Donc, avec ce profil-là, j'ai du mal en fait à le voir se glisser au premier tour, même si, pour être très honnête, il en aurait le potentiel. Tu vois, genre, honnêtement, je te dis, moi, tu as un besoin, tout ça, passer le top 25, tu vois. Tu vas Ok. chercher un Dominic Orange, moi, ça me ferait pas sauter Ouais. de mon siège, tu vois. Et, et si tu peux trouver vraiment ton ose titulaire pour les années futures, en plus en tant que, on va dire en tant que premier tour, en plus tu as la 5e année en option, machin, tu as plein de trucs, plein de solutions que tu peux avoir, et tu as ton ose pour au moins pendant 5 ans. Ou 4 ans, hein, si tu le prends en deuxième. Mais déjà, c'est déjà hyper important. On le dit, hein, c'est un poste qui est dévalué, mais c'est tellement important en NFL, tellement Ça, important d'avoir son nose tackle. C'est et puis comme je te dis, en fait, la valeur qu'il peut avoir, c'est que s'il se développe sur son pass rush, tu es pas obligé de l'utiliser comme étant un nose au milieu de ta défense 34. Donc Mhm. sur tes packages de pass rush ou quoi, où tu pas tout à fait sûr que ce soit une passe, tu vois les 3 et 5, 3 et 4, où tu sais pas réellement, en fait, tu peux le garder sur le terrain. Donc ça te donne une force contre le run stop. Un peu à la manière de ce qu'avait fait Washington, tu vois, quand ils sont allés chercher donc une année Jonathan Allen et ensuite qu'ils sont allés chercher Mhm. un Daron Payne. Ouais, bien sûr. Maintenant, on l'a vu, Daron Payne, il a vraiment su s'améliorer sur son pass rush au point où aujourd'hui il joue limite Tech 3. Donc à voir, est-ce que Orange serait capable de se développer comme ça? Moi, je pense que c'est possible, mais qu'il y aura beaucoup de travail. Là, à l'instant T, en pass rush, c'est vraiment encore assez moyen. Donc c'est pour ça, je te dis, je pense pas qu'il sorte au premier tour. Ok. Maintenant, moi, je trouverais pas ça déconnant. D'ailleurs, j'ai mis une petite ligne en conclusion de la fiche par rapport à un mec comme Caleb Banks qui voit sa cote monter de fou. Donc, pareil, je vous laisserai aller la lire, mais moi, je suis assez haut en fait sur Dominic Orange. Genre vraiment, pour le coup, en termes de nose tackle pur, je suis très très haut. Ok, très bien. Eh ben, allez lire la fiche qui sera publiée bientôt sur le. Elle est déjà non, elle n'est pas publiée, lui, Bah je crois pas, hein. ça va dépendre de quand tu vas sortir l'épisode, mais il me semble que là, j'étais L'épis- sur.
J'étais L'épisode sur sortira le le 9 avril, exactement. Bah, je crois que la fiche sortira sur la semaine d'après. Je sais pas Ah quand bah, exactement, mais la ouais, semaine d'après, la fiche OK. devrait sortir. Et bah, n'hésitez pas à surveiller très près et ça fait la promo. Allez sur le site The Trick Play FR pour lire les fiches draft de Kevin et Ryan cette année. Et puis, vous voyez, et puis n'hésitez pas à rebondir, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker surtout. Et n'hésitez pas surtout à donner votre avis, même pour, ou des questions, même si vous avez des questions, pas directement donner son avis. Moi, ça m'arrive de poser plein de questions à Ryan, des questions peut-être que lui trouve bêtes, je sais pas, mais il me le dit à chaque fois, il n'y a pas de questions bêtes. Mais voilà, n'hésitez pas à aller poser vos questions et il sera tout content de vous répondre. Voilà, quoi qu'il arrive. Donc n'hésitez pas. On y va, on enchaîne Ryan. Je pense qu'on a fait assez long sur Dominic Orange et on va passer au suivant. Et le suivant, voilà. On y va, direction Clemson, direction la meilleure fac universitaire du pays. Bien sûr, je ne suis pas objectif, vous le savez très bien. Peter Woods, défensif tackle de Clemson. Donc, Peter Woods est un talent qui était attendu très haut à Clemson. Je vais clairement le dire. C'était vraiment un joueur qui était attendu plus haut que certains joueurs ces dernières années. Nous, on en attendait beaucoup à Clemson. On en attendait énormément. Il a déçu. Alors, Ryan m'a ouvert les yeux sur certaines choses aussi. Le problème peut-être du coaching staff aussi. On l'a vu avec TJ Parker. Si vous nous avez suivi un soir sur un live, Ryan nous a fait un petit scouting de 10 minutes, 15 minutes à nous raconter un peu les reps de comment c'était pris. Et du coup, voilà, il y a peut-être du coaching staff, il y a peut-être aussi du joueur qui n'a pas évolué aussi ou qui n'a pas voulu faire les efforts. Bref, moi, Peter Woods m'a déçu en tant que fan de Clemson cette année. Il me manquera quand même parce que je l'appréciais bien et c'était le joueur qui était vraiment bien aimé au programme. Mais voilà, Ryan, moi, je le laisse dire, je le laisse. Voilà, c'est pas une hate anti-Clemson et je le sais très bien. Donc, je vais le laisser présenter Peter Woods. Mais c'était quand même un talent à la hauteur donc, c'est pas le même poste, mais des Brian Breezy et tout ça qui était attendu très haut, ou des Miles Murphy qui a été drafté. Oui, c'est Miles Murphy qui était drafté au Bengals. C'est que moi, je disais jamais ça vaut un premier tour à l'époque. Et Brian Breezy, je l'avais dit fin de premier tour. C'est ce qu'avaient fait les Saints. Il l'avait pris fin de premier tour. Mais voilà, je te laisse présenter Peter Woods, Ryan. Ouais, bah écoute, tu as été assez clair sur le fait que ce soit une grosse déception pour toi en tant que fan. Moi, je vais même te dire qu'en tant que scout, ça a été une grosse déception parce que quand tu vois l'année sophomore qu'il a faite, moi, j'attendais de voir. J'attendais de voir la confirmation parce qu'il faut, en fait, il faut le noter. On a un avant et un après avec Peter Woods. Alors, encore une fois, l'année dernière, il y avait un autre contexte, il y avait d'autres joueurs à surveiller dans cette défense qui peut-être l'ont libéré de certaines choses. C'était aussi un petit peu la nouveauté. Ce qu'on dit, en NFL, on parle de. Tu as la rookie year qui très souvent est assez excellente. Et ensuite, tu as un petit peu le sophomore slump où en fait, là, tu es attendu parce que tu as tellement brillé que bah, maintenant, les gens t'attendent au tournant. Que les coachs ont un plan anti-joueurs, tu vois, concernés. Et ouais, en fait, Peter Wood, ça a été la douche froide. Il était excellent l'année dernière. Il était excellent. D'ailleurs, je trouve ça dommage que tu vois sur le visuel, t'aies pas pu trouver un moyen, tu vois, d'avoir en fait les deux saisons, ne serait-ce qu'en termes statistiques, parce que la différence est majeure en fait. C'était un joueur qui était explosif, qui était disruptif, qui avait ce que moi j'adorais en tant que defensive tackle, c'est-à-dire la capacité à pouvoir le placer sur le terrain, peu importe le package, peu importe en fait le personnel qui est autour de lui. Et en fait, il se suffit à lui-même, c'est-à-dire que déjà tout seul, il va te créer le chaos. Et en fait, derrière, tu as tes playmakers qui vont pouvoir aller au ballon. Tout ça, tu l'avais en fait. Et cette année, pas du tout. Cette année, pas du tout. Alors, comme tu l'as dit, est-ce que le coaching peut être mis en cause? Je pense que oui. Tu as une petite part de ça parce que je ne l'ai pas vu s'améliorer sur ses qualités, je ne l'ai pas vu s'améliorer sur ses points faibles. J'ai vu une utilisation où, je ne vais pas te mentir, il y a beaucoup de coachs de cordeau qui commencent à faire ça là, ces dernières années, à te foutre des defensive tackles sur l'edge. Mais bah ouais, c'est bien beau, mais c'est juste pas sa position. Donc en fait, tu profites de ses qualités sur certaines reps, mais sur d'autres, en fait, bah, tu n'aides pas le joueur en fait, à se développer, tu n'aides pas le joueur à se préparer à la NFL. Donc, est-ce que c'est un mélange de tout ça? Je pense que oui, mais en fait,
ce qui en découle, c'est que Peter Woods a déçu. Peter Woods a déçu et Peter Woods, à mon sens, n'est pas prêt actuellement pour la NFL. Et finalement, tu vois, tu parlais de Brian Breezy, c'est quelque chose que moi, au niveau de son scouting, est sorti finalement assez tard. Mais une fois que c'est sorti, je me suis dit, bah ouais, c'est exactement ça. C'est en fait, tu finis avec énormément d'interrogations. Tu vois des flashs qui sont là, où tu te dis, bah putain, mais si ce mec-là, il est capable d'être constant à ce niveau-là, ouais, c'est un first round talent, tu vois. De la même manière que Brian Breezy. Après, Brian Breezy, tu vois, tu le sais très bien, Joe, c'était pour des choses un petit peu différentes. Il y avait toute l'histoire autour de sa famille, de sa sœur. Mais tu avais déjà ces petits soucis de coaching, ces petits soucis d'alignement, où les gens me demandaient est-ce que c'est un Tech 3, est-ce que c'est un D-end, est-ce que c'est. Et, et le problème à Clemson, ça arrive souvent sur leur année de draft en plus, parce que les Ouais, 2 premières ouais, années, ouais. troisième année, c'est bon. Et au moment de la draft, au moment où ils doivent être vraiment là, où ils doivent exploser tout, et ben tu sais pas pourquoi, t'as l'impression que c'est bloqué, quoi. Et c'est ce qui arrive à TJ Parker, c'est ce qui arrive à Peter Woods, c'est ce qui arrive à Demonte Capart. Voilà, c'est tous ces joueurs-là. En fait, ils sont Mais attendus, ils tous, sont à Miles monstrueux. Murphy, à Barrett Miles Carter, Murphy, à. ouais, c'est pareil. C'est tout le C'est, temps le cas. Et tu as tout le et temps des utilisations où en fait tu te grattes la tête et tu comprends pas en fait. Kate Klumnik devait exploser cette année, c'est pareil, il n'a pas explosé. Mais, non, mais c'est toute l'équipe, quoi. Et, alors, est-ce que les joueurs ont lâché au bout d'un moment et ils se sont dit, on fera le strict minimum, ou est-ce que les coaching staff leur a pas donné aussi les moyens? Je sais pas, bref. Mais il y a eu quelque chose, c'est sûr. Mais voilà, ça se trouve, Peter Woods en NFL, Brian Breezy, on le voit bien, c'est l'un. Voilà, il fait partie des meilleurs joueurs sur la D-line des Saints aujourd'hui. On va pas se mentir. Il a fait de super saisons depuis qu'il arrive en NFL. Il n'a pas tout explosé, mais il est bon. Voilà, il est bon. Mais Il est ça, bon, voilà, il est même très bon. voilà, sur ce qu'il fait, il le fait très bien. Peut-être que Peter Wood, ça sera la même chose et qu'en fait, en NFL, peut-être qu'il se bougera plus, comme on en a discuté sur l'épisode de hier, quand tu vois les mecs qui se donnent à fond, peut-être que toi, tu n'as plus le choix maintenant, il faut te donner à fond. Et peut-être aussi, je dis une bêtise, mais il tombe dans un coaching staff élite, avec des coachs qui lui donnent, qui le positionnent et qui le font bosser et qui lui disent on a vu ce que tu as fait à Clemson sur la dernière année, par contre, nous, on veut ça, 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 et maintenant au boulot, ça va peut-être tout changer aussi, quoi. Hein. Donc, C'est ça, c'est ça. Surtout qu'il y a il y a des qualités hein, chez Peter Woods. Hein. Je lui ai noté plusieurs qualités. C'est un joueur qui est, on en parlait là, très explosif. C'est-à-dire que tu le vois quand vraiment il en a envie, il sait se montrer très explosif, pas seulement sur sa sortie de stance, mais même dans sa façon de jouer, dans ses accélérations, dans sa façon de plaquer. C'est un joueur qui est très jeune, donc forcément le potentiel est là, de la même manière qu'un Brian Breezy. J'ai noté que pour un gabarit comme le sien, parce qu'il est quand même assez costaud, c'est un joueur qui est assez rapide, qui est assez agile. J'ai noté qu'il était hyper intéressant sur les stunts. Donc dès que tu commences à faire croiser les D-line ou les backers, il devient extrêmement intéressant parce que tu peux jouer sur différents mismatchs. C'est-à-dire que si tu le fais croiser à l'intérieur, il peut jouer sur son agilité, sa rapidité, son explosivité. Si tu le fais crosser sur l'extérieur, sur le tackle, finalement, tu fais un petit speed to power, c'est-à-dire que tu lui permets d'accélérer, donc de gagner du momentum et ensuite d'aller exploser le mec en fait avec de la puissance d'un defensive tackle, mais l'accélération d'un mec un petit peu plus light. Donc il y a des qualités. Tu as des qualités. Sur le pass rush, il est intéressant, même si selon moi, il y a un manque de technique qui de manière assez générale, se ressent beaucoup, pas seulement sur le pass rush, mais sur le run stop aussi. Il y a un petit manque de technique. Pour moi, vu sa taille, son leverage, il est scandaleux. Quand tu fais 6-2, tu dois profiter de ton leverage naturel. C'est pas son cas toutes les reps. Tu vois, on en parlait tout à l'heure. Où je te dis, j'aime bien voir si le joueur a la force sur les jambes, mais est ou non un flemmard. Je pense que Peter Woods, c'est un petit peu de la flemme. C'est qu'il n'avait pas un coach au cul qui était derrière lui à le pousser, à lui dire t'es trop haut, t'es trop haut, t'es trop haut. Parce que la puissance et l'explosivité, on la voit. On voit qu'il est rapide, on mais voit qu'il est explosif. Donc c'est qu'il moi, a de la force sur les jambes. je lui en veux, c'est sur des gros matchs où on l'attendait. Il n'était pas là. Bien sûr, il allait dominer les mecs de Furman, il allait dominer les mecs de SMU, il allait dominer sans manquer de respect à SMU et tout ça. Par contre, premier match contre LSU, on est sorti du match avec Pierrot. On s'est regardé, donc pendant tout le trajet en rentrant, quasiment on n'a rien dit, parce qu'on était déçus malgré tout, même si on a vécu un bon moment. On est rentré avec Pierrot, on a bu notre café, on s'est posé, on a dit
Oh, Peter Woods, qu'est-ce qu'il était décevant pendant ce match. On l'a Et, pas et vu, tu, quoi. et tu le sais, Et, c'est pas moi qui vais te et- dire le contraire. La ligne de LSU était catastrophique. non, non, mais. Mmh. Et alors, il y a eu des choses de créer par moment parce que Nussmeier était obligé de partir sur le côté et tout. En plus, c'était le premier match de la saison, donc tout n'était pas au point et tout des deux côtés. Mais Peter Woods, ça s'est enchaîné au courant de l'année, alors que l'année dernière, lui, et je le dis, et je le répète, lui et TJ Parker, l'année dernière, ont tenu Clemson. C'est pour ça qu'on a été même en playoff et tout ça, et qu'on remporte la SEC miraculeusement l'année dernière, et qu'on a gratté notre ticket pour les playoffs, c'était grâce à eux en défense. Mais cette année, ça a été je vais pas dire le néant, je vais pas en arriver jusque-là, mais Non, mais ils c'était auraient dû décevant. mieux faire, quoi. Décevant, voilà. Et ça fait partie de la vie aussi, hein, ça fait partie de la vie d'athlète. Par moment, bah, tu te trous, tu te loupes. Bah, après, il ne faut pas t'étonner si tu es drafté un peu plus bas que prévu que le consensus. Et il y en a plein de joueurs en NFL où on dit, ah lui, il a fait des belles premières années ou deuxième année plutôt correctes. Bon, il surfe sur la hype. Et on arrive au process draft, on arrive le jour de la draft, bah, il n'est pas sorti. Ouais, il n'est pas sorti le deuxième jour. Et d'à cause de tout le coup, bah, tu te dis, ouais, il va descendre jusqu'à où? Bah ouais, mais à un moment donné, mec, même si le coaching staff n'est pas performant ou quoi que ce soit, bah, à un moment donné, tu dois montrer, il y a combien de joueurs où le coaching staff n'est pas bon, mais il y a des joueurs qui flashent, il y a des joueurs qui sont là et qui Mmh. explosent tout, quoi. Et t'as pas besoin d'avoir. Il suffit que tu fasses ton boulot, quoi. Point barre, quoi. C'est ce que j'ai C'est envie de ça. dire, quoi. Et le problème que j'ai moi avec Peter Wood, c'est que justement, je lui ai noté dans ses points faibles, j'ai trop de jeux off sur les tapes. J'ai trop de jeux où en fait il s'en branle et où il se déchire pas. Et ça, c'est une grosse différence. Tu vois, on parlait de Brian Breezy, c'est quelque chose où Breezy, je l'avais pas. Breezy, en termes de mentalité, il était exemplaire, il se la donnait tout le temps. Donc, ah ouais, des fois, il se faisait défoncer, des fois, il se faisait ouvrir en deux, mais il se tuait sur un terrain. Il y avait très peu de jeux off, et généralement, les jeux off, c'est quand il était fatigué. Peter Wood, c'est pas ça. Peter Wood, c'est juste que, bah, comme tu dis, sur certains matchs, les SMU, les Furman, tout ça, bah, en fait, il voit qu'il peut les dominer sans s'arracher, donc bah, c'est ce qu'il fait. Et sur certains matchs, bah, en l'occurrence LSU ou quoi, je sais pas, il a pas envie de se faire violence. Il pense qu'il va réussir à dominer avec ses qualités. Et ça, je suis désolé, c'est pas possible. Quand Mais tu cherches à aller chez les pros, ça arrive dans tous les sports, hein. Les mecs qui n'ont pas envie de se faire mal. Au ouais, soccer, c'est pareil, t'as pas envie de te faire mal, bah, tu joues au ralenti, quoi. Et il y et en a ouais, combien d'athlètes comme ça? et j'ai un vrai souci avec ça au niveau de Peter Woods. Donc maintenant, comme je le disais, bah, il y a des manques de technique, leverage, footwork, un déséquilibre. Oui, il y a un manque de coaching au niveau de Clemson parce que, comme je te disais, bah, le fait de l'aligner face à des tackles, ça lui permettait en fait de se reposer sur sa puissance. Donc, comme je te disais, en fait, un tackle de college football qui fait face à un top defensive tackle, bah ouais, il manque de puissance et généralement, c'est comme ça qu'il les battait. Inversement, quand il le faisait jouer à l'intérieur de la ligne, il profitait de sa vitesse, de son accélération face à des intérieurs O-line de college football. Mais le problème, c'est qu'une fois que tu arrives en NFL, tu n'es pas prêt. C'est-à-dire que tu vas manquer de vitesse si on a envie de te faire jouer de la même manière face à des tackles, ça ne marchera plus. Et tu manques de puissance, tu manques de technique pour te battre contre les double teams, ce genre de choses-là. Donc à l'intérieur, ça risque d'être très compliqué pour toi aussi. Donc, bah, finalement, Peter Woods, c'est un joueur qui est encore très brut, qui est pas prêt pour la NFL selon moi, mais voilà, il a du potentiel. Donc, est-ce que tu vas le chercher sur son potentiel en te disant je vais avoir le Peter Woods que j'avais sur sa deuxième année, sur son année sophomore? Et auquel cas, si tu vas le chercher au premier tour, je peux comprendre, mais je suis pas très très fan. Donc pour moi, ça sera après le top 20 par exemple, et ça sera pas dans tous les systèmes parce que pour moi, il y a des vraies limitations. Ou est-ce que tu comptes avoir le Peter Woods de cette année? Et si c'est le cas, bah, les mêmes questionnements que j'avais avec Brian Breezy, tu vois, l'année de sa draft, où je te disais, bah, pour moi, non, deuxième ou troisième tour, tu vas pas le chercher. Donc il va falloir voir. Qu'est-ce que tu values le plus? Moi, je pense, connaissant un petit peu la NFL, connaissant euh, l'importance des capacités athlétiques et de l'upside, du potentiel, je pense qu'il partira en fin de premier. S'il part pas en fin de premier, il y a une équipe qui va se frotter les mains et qui va le récupérer au deuxième tour. Mais faites attention parce que les médias vous le vendent comme un top defensive tackle. À l'instant T, pour moi, on n'y est pas. Sur le papier, il pouvait y être. Mais Bien voilà, sûr, moi mais qui à l'ai vu jouer l'instant toute T, l'année, voilà, c'est. Et on a beau dire, regarde la saison d'avant ou machin, on en a déjà discuté. Hein, voilà, vous sentez ma séance psychologie en ce moment avec Ryan. Euh, mais moi, je suis déçu parce que je l'adore. En plus, c'est un mec que j'adore. Voilà, et c'est des joueurs.
moi, je le dis clairement, ils vont me manquer à Clemson parce que je m'étais attaché à ces joueurs-là et ça fait 4 années qu'on les voit. Et voilà, voilà, je les ai vus en vrai, je les ai vus passer devant moi, voilà, Ah, à ouais. 2 mètres de moi et tout. Donc, on s'attache à eux. Et voilà, Kate Conley, c'est pareil, il me manquera énormément. Mais Peter Woods, voilà, et ça ne veut pas dire qu'il explosera pas en NFL. Ça se trouve, il va tout exploser. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut qu'il tombe au bon endroit. Si tu lui, je pense que c'est le joueur, si tu n'es pas derrière, c'est vulgaire ce que je veux dire, derrière ses fesses, voilà, on va le dire plutôt plus poliment, si t'es pas derrière ses fesses en permanence, c'est le mec qui va se dire nonchalant, il Ouais, y a les mecs à côté, je pense aussi. voilà. Je Moi, pense que c'est c'est vraiment ça, moi. c'est ce que je te disais, pour moi, c'est ce qui lui a manqué à Clemson. Pour moi, vous l'avez un petit peu trop brossé dans le sens du poil et ce genre de mec-là, en fait, tu peux pas te permettre de faire ça, ne serait-ce même qu'une saison. Il va falloir qu'il ait un mec derrière lui qui le pousse au cul. Comme je disais, faut qu'il y ait un C'est mec ça. qui le pousse au cul et si possible que vous ayez un mec dans la room au même poste, un defensive Ouais, tackle vétéran, établi. C'est un mec, il pourra pas le prendre de haut et qui lui dit mon exactement. pote, c'est pas comme ça. Et vas-y, Mm, bouge-toi parce que mm, là, tu es en train de me rendre fou en fait. Et que le vétéran, il exactement. soit là, à le prendre par la main et à lui dire gros, c'est ça qu'il faut faire. Si tu veux avoir une carrière en NFL, vas-y, 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 cravache, 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 t'as pas le choix. Ouais. Une carrière en NFL, ça dure en moyenne 5 ans. Mon pote, si tu as envie de percer, faut bosser. C'est maintenant, c'est maintenant. Et Exactement. ça me fait penser un peu à. Alors, je sais plus c'était à quel joueur. C'est J.J. Watt. Un jour, il parle. Donc, pas TJ, hein, J.J. Watt, qui était aux Cardinals. Et qui dit aux joueurs, il lui dit regarde, aujourd'hui, tu n'as pas le droit de faire ça à l'entraînement. Aujourd'hui, tu as l'entraînement, tu dois boum, tu dois bastonner, tu dois être à fond, tu dois être à fond en permanence. On ne peut pas se permettre d'avoir un coéquipier qui fait la moitié des choses. Et ça m'a toujours marqué. Et quand c'est un joueur comme J.J. Watt, J.J. Watt qui te le dit, tu te tais, quoi. À un moment donné, tu te tais, quoi. Surtout au Cardinals, voilà, à Ouais, l'époque carrière qu'il avait, bien j'ai pas sûr. besoin de présenter qui c'est. Voilà, à un moment donné, tu te tais, quoi. Si tu es vraiment et que tu n'as pas un ego surdimensionné et que tu es intelligent dans ta tête, tu vas te dire, ouais, il a quand même pas tort, faut que je l'écoute, là, quoi. Donc, C'est ça. voilà. Donc maintenant, à voir si Woods pourra progresser, tu vois, mentalement sur ce point. Moi, je pense qu'il va lui falloir un vrai cadre. Mm. Donc potentiellement, ouais, vous pouvez récupérer un super joueur. Mais potentiellement, je vous le dis, ça sent pas bon. Peter Woods, ça sent pas bon. Moi, s'il sort 25-30, je ne serais pas choqué. Entre Moi 25 non et plus. 32 au premier tour, je ne serais pas choqué. Moi non On le plus. voit de plus en plus. Par contre, voilà, il y a au début du process draft, comme on va l'appeler, c'était un joueur qui était attendu dans le top 15. Hein. Voilà, faut être clair. Hein. Donc, C'est ça. bref, ça C'est ne sera ça, pas c'est le ça. cas cette année. Alors, s'il y en a une qui va le chercher dans le top 15, bah, j'espère que les gars, vous serez aptes à le faire progresser. Voilà. Il ne faudra pas venir taper, dire ouais, Peter Woods, voilà. Ryan vous l'avez dit. Allez, on enchaîne et on passe au prochain. Là, c'est un joueur vraiment que j'ai envie d'entendre parler parce que on entend beaucoup de choses sur lui. Caden, pour ceux qui nous écoutent, Caden McDonald d'Ohio State. Encore un joueur d'Ohio State, bien évidemment, parce que ben voilà, champion l'année dernière. Cette année, encore, ils ont fait une belle saison, même s'ils n'ont pas été au bout cette année. Ils n'ont pas pu défendre leur titre, mais ils ont quand même fait une belle saison. Voilà, c'est un joueur. T'entends parler, t'entends des choses sur lui. Et tu te dis, alors il y en a, ils vont dire, il est monstrueux. Au deuxième tour, il faut tout de suite filer sur lui, il faut y aller, bam, plein pot. Puis il y en a, ils se disent, ben, il me fait ni chaud ni froid. Alors je sais pas toi, Ryan, comment tu le vois. Moi, je le vois, voilà, je le vois un joueur très bon, mais qui peut parfois aussi avoir de gros trous dans des matchs. Alors je sais pas, je sais pas. Bah écoute, là, moi, je vais pas te mentir, actuellement, dans les gars que j'ai scout, c'est le seul defensive tackle sur qui j'aurais pas trop de mal à le voir sortir au premier tour. En fait, ce qu'il faut se dire avec Caden McDonald, c'est que bah déjà, tu as la production statistique comparé à beaucoup d'autres noms dans la draft parce que bah, il a beau être un obstacle, on voit que lui, il a un petit peu sali la feuille de stats. Il a un petit peu plus joué que les autres gars. J'ai l'impression, en tout cas en regardant ses matchs, qu'il sort un petit peu moins, donc il reste sur le terrain sur d'autres packages, tu vois, que les autres no-stackle. Donc on rentre un petit peu dans cette case de no-stackle moderne que je disais avec Dominic Orange, où tu peux l'avoir à la fois en tant que pur no-stackle au milieu de ta défense 30, mais tu peux l'avoir sur des packages en tant que tech 1.
Il a beaucoup moins fait d'alignement fantasy, un peu comme Peter Woods, aller s'aligner en face des tackles ou en face des tight ends. Non, lui, c'est un vrai nose tackle de formation. Maintenant, là où je lui donne l'avantage par rapport aux autres nose tackle ou aux autres defensive tackle de la QV, c'est tout simplement que déjà, il est plus jeune. Il vient d'avoir 21 ans en mars, donc c'était un joueur de 20 ans. Tu as la même production excellente sur le run stop. Tu vois, sa capacité à défendre les double teams, ce genre de choses, et à être très performant sur le run stop, il l'a. Mais ce que je vois avec Caden McDonald, contrairement à beaucoup d'autres nose tackle, c'est que vu ses capacités athlétiques, vu sa façon de jouer, vu son explosivité, tu vois, sur le premier pas, bah, je me dis que c'est pas déconnant de le voir transitionner au poste de Tech 3 en NFL. Tu vois, selon ce que tu as dans ta room, en fait, tu peux le faire bosser et gentiment le décaler en Tech 3. Il va falloir qu'il progresse, bien évidemment, sur son pass rush, hein, parce que c'est le souci qu'on a avec tous les nose tackles. Mais le fait qu'en fait, il puisse faire cette transition, qu'il soit plus jeune que les autres joueurs à la position, qu'il ait les capacités athlétiques pour lui permettre en fait de briller en NFL et qu'il soit aussi excellent que les autres sur les mêmes qualités et qu'en plus il ait la production statistique dans une grosse équipe, tu vois, qui joue dans une grosse conf. Tous ces petits points me font dire que, tu vois, par rapport à un Dominic Orange, par exemple, il va être au-dessus. Il va être au-dessus. Et puisque Dominic, je le vois au second tour, ou en tout cas au deuxième jour, si tu préfères, forcément, McDonald va être un petit peu au-dessus. On vient de parler de Peter Woods. Je te disais que voilà, c'était beaucoup d'upside, beaucoup de capacité athlétique, mais que finalement le joueur n'était pas prêt et qu'il sort d'une saison très mauvaise. On s'est dit que ça ne nous choquerait pas de le voir quand même sortir rien que sur le potentiel en fin de premier tour. Caden McDonald, il est de la même frange en fait en termes de potentiel, d'âge, de capacité athlétique, mais en plus de ça, il a réussi à produire. Pour moi, il est bien meilleur sur le run stop. Et tout à l'heure, tu me demandais ce que je valuais pour ce que je valuais. Là où je plaçais mes valeurs pour un defensive tackle, je t'ai dit que pour moi, avant toute autre chose, il faut que ton defensive tackle il soit capable d'arrêter la course. Ça, il l'a. Il est excellent, en fait. Il est limite au même point que les autres nose tackle de la QV, sauf qu'en plus, il a cet upside de pouvoir dire je peux jouer dans tous les packages et potentiellement, je peux faire une transition vers un poste de defensive tackle. Et on sait, sur une positional value, le defensive tackle a plus de valeur qu'un nose tackle. Au final, tu vois que les points forts, ils s'additionnent assez rapidement, tu vois. Donc, moi, j'ai pas trop de mal à me dire que Caden McDonald, aujourd'hui, il mérite son premier tour de draft et que c'est le meilleur. Encore une fois, je mets des guillemets, hein, ça va dépendre de ce que vous mettez, ce que vous placez en termes de valeur. Mais pour moi, c'est le meilleur defensive tackle de la QV parce qu'il a tous ces petits points forts qui s'ajoutent et qui, mis bout à bout, font que c'est tout simplement dans la liste, il prend des places et ça finit par être le meilleur defensive tackle de ta liste. Pourtant, il a des points faibles. Sauf que encore une fois, les points faibles que lui il a, tu les as aussi chez quasiment tout le top des defensive tackles. Donc en fait, logiquement, ça te le met lui en premier. Ok. Moi, tu vois, j'avais tu vois, c'est bien ce que je disais que voilà, les gens étaient divisés quand même par rapport à ses défauts et tout. Mais toi, tu l'as bien dit. Moi, je voulais vraiment avoir ton avis sur lui. Il y aura une fiche de scout sur lui où elle Ouais, ouais, est. ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Donc, je vous invite à lire sa fiche. Voilà, c'est un joueur qui laisse pas insensible dans le bon comme dans le mauvais. Mais comme tu as dit, il a à peine 20 ans. Et ça, c'est quand même énorme en NFL quand tu peux drafter un joueur qui a seulement 20 ans. Il les avait, là, du coup, lui, Ouais, pareil, ouais, il est passé de 20 à 21 en ouais. mars, mais en fait, la plupart des autres joueurs sont passés de 21 à 22. Donc lui, il est Voilà, vraiment, pour le coup, très jeune. très jeune. Ouais. Il est très jeune, ça veut dire qu'il a quand même aussi très jeune à Ohio State, donc l'expérience aussi. Il a été champion universitaire. Voilà, quand on me dit, oh, on rentre en NFL, on a la pression et tout, les mecs, ils ont joué devant des milliers de spectateurs à Ohio State, donc la pression, ça me fait doucement rire quand on entend les gars qui disent, ouais, oh, le stade là, il fait du bruit et tout. Les mecs, ils savent pas ce que c'est que les matchs universitaires, pour ceux qui connaissent pas, parce qu'il y a des ambiances, il y a des ambiances de folie, surtout Ah, dans la conférence qu'ils ont. bien plus qu'en NFL. Ah oui, Je oui, vous dis, ça. les publics qui mettent la même ambiance en NFL qu'en college football, ils se comptent vraiment sur les doigts d'une main en NFL. Exactement, exactement. Et moi, voilà, j'ai pu le voir, puis je le découvre de toute façon chaque week-end. On voit bien voilà, c'est un truc de sauvage, hein. Toi, tu es fan d'LSU, tu vas à LSU à Bâton Rouge. C'est
voilà, l'ambiance, elle est dingue, tu vois. Tu vois, tu prends South Carolina, tu prends, voilà, je prends des équipes de sec, mais tu prends Ohio State, tu prends Oregon. C'est vraiment voilà, c'est des programmes, des gros programmes d'universitaires, mais qui ont des ambiances. C'est une folie, quoi. C'est une folie pure. Penn State qu'on n'aime pas, c'est une ambiance de folie. Texas A&M, voilà, c'est des ambiances de fou. Alors c'est pour ça qu'un jeune joueur comme ça, la pression, ça va lui glisser sur les épaules. Hein. C'est pas un problème. Hein. C'est pas un problème. Voilà. C'est ça. Après, du coup, Joe, pour Caden, il y a 2 points que j'ai notés qui devraient te faire plaisir parce que je sais que toi, c'est quelque chose que tu values énormément. Tu en parlais d'ailleurs tout à l'heure, la vision de jeu, donc ce que toi tu appelles le QI football, mais là, moi, je veux vraiment resserrer ça sur la vision de jeu, la capacité à suivre le ballon, qui est vraiment excellente chez McDonald's. C'est d'ailleurs pas pour rien si tu regarderas la plupart des vidéos, même les highlights, hein, du coup, tu peux regarder vu qu'on parle d'un point fort. Il est très souvent proche du ballon grâce à ça. En fait, vu qu'il perd pas le tracking de la balle, il est finalement toujours proche, tu vois, et donc parce qu'il est proche, il est capable de faire des jeux en fait. Donc déjà, tu as ça, je sais que c'est un point que toi, tu aimes beaucoup. Mm. L'autre point que tu aimes beaucoup et qui moi aussi, je place beaucoup de valeur là-dessus, c'est ses poursuites. En fait, il est fait quasiment systématiquement, il est fait toujours sérieusement, c'est-à-dire que même quand le ballon il est assez loin, tu le vois vraiment faire un effort. Alors je te dis pas que c'est un full sprint, hein, Non, mais bien mais évidemment, il faut voir le Coco que c'est aussi à un moment c'est ça, donné. mais il jogue pas. Tu sais, il fait pas son petit jogging dominical. Il jogue bien, tu vois, il le fait Ouais. sérieusement. S'il voit qu'à un moment donné, le porteur ou quoi ralentit, pareil, il va être capable d'aller finir le jeu. C'est quelque chose qui fait beaucoup. Donc, ces 2 points que j'aime énormément. Maintenant, il y a 2 points où vraiment j'ai un souci. Son leverage pour un defensive tackle où je vais placer beaucoup d'importance dessus, comme pour Peter Woods, parce qu'en fait, c'est des mecs qui finalement sont relativement petits. Ils sont à 6-2, là où la plupart des gars sont à 6-3, 6-4. Quand tu es à 6-2, tu peux pas te permettre de jouer aussi haut parce que justement, tu as un leverage naturel qui devrait te permettre de dominer encore plus. Et là, on le voit, lui, il a les stats. Il a dominé tout au long de sa carrière. Donc, tu te dis que s'il est capable de bosser sur son leverage et d'être encore un petit peu plus bas, il pourrait être d'autant plus dominant. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est gênant. Et un autre point, c'est ce que je te disais tout à l'heure, la capacité de punch, la capacité de séparation, où lui, vraiment, c'est un vrai adepte de, comme je te disais, partir et mettre des coups d'épaule, ou partir et bump les gens, tu sais, avec son torse, avec son beat, d'aller percuter le mec, en fait, pour profiter de son explosivité au départ, pour créer cette séparation en venant percuter le mec, mais sans tendre les bras. Et en fait, tu as envie de lui dire, mais gros, déjà comme ça, tu arrives à faire du, entre guillemets, je vais parler vulgairement, mais comme ça, tu arrives à faire du sale. Donc vas-y, tends-moi tes bras, crée cette séparation vraiment pour pouvoir être encore plus utile à ton équipe. Tu vois, c'est 2 points où, comme je te disais, moi, pour un defensive tackle, ça compte beaucoup. Et où chez lui, c'est 2 vrais points noirs. Donc, il y a encore du travail avec lui. Hein. Il y a encore du travail. Mais c'est justement quand tu vois en fait son plancher et que tu te dis que tu as encore une vraie marge de progression, ça le rend d'autant plus intéressant, tu vois. Ok, ok. Et ben voilà, vous avez l'avis de Ryan sur Caden McDonald. Moi, voilà, j'avais certaines voilà a priori, mais je vais regarder tout ça. Je vais regarder tout ça parce que bah c'est important aussi de se faire son avis et on verra ce que ça donne. Mais ça reste un joueur voilà qui laisse pas indifférent. C'est ce que je disais depuis le début. Donc à voir. On verra. Caden McDonald, voilà, pour le moment, voilà. Toi, Ryan, c'est le plus haut que tu aurais pour le moment en defensive tackle à cette draft, quoi. Ouais, pour l'instant, ouais. Sur ceux que j'ai fait, Ok. ouais, faut que je vois un petit peu. Bah, comme je te disais, il me reste Kristen Oui, Miller à faire parce Kristen que Miller de Georgia. Ouais. je pense qu'il va aussi se poser là dans le rôle où tu peux le mouler un petit peu à ta convenance, c'est-à-dire en tant que nose tackle ou peut-être grâce à ses capacités athlétiques le décaler d'été. Il faut que je regarde. Mais là, pour l'instant, ouais, sur le top de mes DT, c'est vraiment j'ai Caden en 1 et en 2 pour l'instant, j'ai Dominic Orange. Ok, ok. Allez, on passe au suivant, du coup. On passe au quatrième joueur qu'on va présenter dans cet épisode. Et là, c'est le chouchou un peu de tout le monde, on va dire, parce que bah, il a animé le combine, il a animé aussi la saison à Texas Tech. Voilà, c'est un joueur voilà, il a le t-shirt, aucune, voilà, lui, il s'en fout du style. Le t-shirt est trop long, le maillot est par-dessus le t-shirt. C'est le mec, pour un numéro et deux, tu vois, c'est voilà, un mec assez costaud, assez balourd que tu vois à l'écran. Et tu vois le mec, tu as l'impression qu'il va à 2000 à l'heure. Quoi. Tu te dis, c'est pas possible. Et au combat, il a
voilà, il a amusé la caméra au combine et tout, et ça représente tout à fait un peu l'image que j'ai pour ceux qui vont suivre en vidéo l'épisode. Et ceux qui regarderont au podcast, bah, ceux qui écoutent en podcast, je veux dire, bah, allez voir, checker vite fait sur la chaîne YouTube, vous verrez bien. Mais on va parler de Lee Hunter, le defensive tackle de Texas Tech. Et lui, ouais, je vais pas vous mentir, c'est un peu le chouchou, un peu de tout le monde. J'ai pas entendu beaucoup de monde parler en mal de lui. Mais il a des défauts, bien évidemment. Hein. C'est pas un joueur qui, voilà, tu peux pas le mettre dans les 15 premiers de la draft, mais ça reste un joueur qui peut avoir sa place en NFL et qui peut apporter une équipe demain. Et moi, j'aime ce genre de joueur aussi où voilà, il se prend pas trop au sérieux et il déconne beaucoup. Et j'aime bien. Et sur le terrain, bah, il flash quoi. Donc, je vais laisser Ryan en parler, mais moi, je l'avais commenté en match avec Texas Tech contre BYU. Et je dis, ce joueur, il est tout simplement, il est ouf quoi. Donc, bref, voilà. Donc, Et justement, on va en parler. Et au risque de surprendre beaucoup de personnes, bah, c'est qu'après avoir vraiment scout Lee Hunter, je pense qu'il va faire partie de ce groupe de joueurs qui risque de glisser. Le problème avec Lee Hunter, c'est que pour l'instant, on est un peu sur un joueur unidimensionnel. Pour l'instant, lui, il fait partie de cette classe de joueurs qui va jouer nose tackle et purement nose tackle. Je lui ai noté une grosse capacité à pouvoir jouer dans une défense, ce qu'on appelle two gap ou one and a half gap. Je le trouve très bon en ce qui concerne le gap control. D'ailleurs, j'étais assez étonné de voir sur les réseaux pas mal d'experts lui trouver un point faible face au double team. C'est pas ce que j'ai vu. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est très inconstant quand il s'agit de battre les double teams. Je trouve pas que ce soit réellement vrai. En fait, là, les reps où on le voit galérer face au double team, c'est surtout un souci de leverage. D'ailleurs, je profite d'être là avec toi pour me corriger. Sur l'épisode avec Valentin, j'avais dit qu'il est un petit peu petit, mais je sais pas pourquoi, je l'ai confondu avec Dante Corleone. Peut-être les maillots noirs et rouges, je sais pas. Donc, retenez bien ce nom, Dante Corleone. Déjà de ça, rien que pour le nom, on a envie de le drafter. donc non, petit disclaimer par rapport à ça pour les personnes qui auraient écouté l'épisode justement avec Val. Mais donc c'est plus un souci de leverage que réellement un souci de capacité à défendre les double teams. Je pense pas que ce soit quelque chose qui va être compliqué à régler, mais il va falloir qu'il bosse un petit peu parce que justement, s'il y a un souci de leverage, c'est parce que je lui ai noté une petite faiblesse en termes de puissance sur son bas du corps. Je pense qu'il peut vraiment le travailler. Je pense que c'est ça qui l'empêche d'avoir une assise assez basse sur le terrain. Mais je pense qu'à cause de ce côté un petit peu unidimensionnel de nose tackle, qui est plutôt impactant sur le jeu au sol, il risque de faire partie de cette classe de joueurs qui va glisser un petit peu. D'autant plus que, comparé aux noms qu'on a cités jusqu'à présent, c'est-à-dire Orange, McDonald, Woods, il est beaucoup plus vieux. Il a déjà 24 ans. Donc, il est considéré comme un vieux joueur, en fait, tu vois. On sait que ça compte dans l'évaluation de certains scouts. Donc, je ne serais pas étonné, en fait, de voir Lee Hunter glisser un petit peu. Maintenant, il y a le Lee Hunter global. Donc, on voit 70 à 80% de snaps sur un match. Donc, le Lee Hunter qui fait un petit peu sa life. Et le Lee Hunter qui se décide de sortir les doigts. Et je pense que c'est très indépendant de sa volonté parce que quand on le voit, c'est un joueur qui pour le coup, a une mentalité au top. Ça, vous ne pourrez pas lui retirer. C'est exactement ce que vous recherchez chez un defensive tackle. Le mec se prend pas trop au sérieux. Il déconne en dehors du terrain. Tout ça est très marrant, très bon délire et tout. Par contre, quand il est sur le terrain, c'est business. Il est sérieux, agressif. Il veut rien laisser à l'adversaire. Il veut cogner quand il met les mains sur les running backs ou les porteurs de balles. Niveau mentalité, il est au top. Il se cache pas, en fait. Oui, il y a quelques petits jeux off, comme pour tous les nose tackles, je lui ai noté. Il n'y a pas de quoi sauter au plafond, mais oui, il y a des jeux off assez régulièrement. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est lui. Il faudrait que je regarde la fiche. Je sais plus si c'est lui ou pas, mais non, je crois que c'était pour Dominic Orange. Mais donc ouais, non, oubliez ce que je viens de dire. Donc juste comme ça, hein, pour Dominic Orange, revenir dessus. Les jeux off qu'il prenait, c'est surtout sur des situations de passe. Pareil, vous le verrez dans la fiche, rien de bien fou, du travail à effectuer. Mais donc voilà, Lee Hunter, il prend quelques petits jeux off ça et là, mais il se cache pas sur un terrain. Mais quand je dis qu'on a
allez, 20% de snap, 20 à 30% de snap où il se décide de sortir les doigts. Comme je vous dis, je pense pas qu'il le fasse exprès, mais c'est des reps où en fait on voit que d'un coup, Lee Hunter, c'est pas le même joueur. Et pour le coup, ça me fait rire que Joe parle du match face à BYU parce que c'est probablement un, si ce n'est le meilleur match qu'il a fait cette saison, où vraiment, je vous le dis, hein, sur le match face à BYU, il a écœuré l'offense de BYU quasiment à lui tout seul. Genre, il les a éteints, lui tout seul, c'est assez ouf. Et on a vraiment deux Lee Hunter différents. Donc, entre ce Lee Hunter normal qui est là 80% du temps et ce Lee Hunter de 20-30% de snap sur un match où en fait ça devient un joueur très différent. On voit un joueur beaucoup plus explosif. Où là, genre vraiment, je vous dis, ça se voit. Il plonge à une vitesse dans les gaps, c'est assez fou. Il sort de sa stance quasiment aussi rapidement que les edge qui sont à Et, côté de lui. et sa technique de bras, par moment, elle est dingue. Moi, je sais pas. Ça, quand tu dis qu'il a le match de BYU, moi, je trouvais. T'avais l'impression qu'il prenait le mec, il le mettait de côté et bam, il fonçait sur le QB. Mais c'était ouf, quoi. Je dis, mais ce joueur, c'est une tuerie, quoi. Alors, je l'avais vu plusieurs fois avec Texas Tech parce que vous savez mon amour quand même si j'aime Clemson, je suis Texas Tech depuis Mahomes, de toute façon. Mais vous savez, purée, mais là, contre BYU, j'ai l'impression, en fait, il disait au gars, allez, pousse-toi, je passe. En fait, tu sais, c'est le mec qui est costaud et qui met tout le monde sur le côté et puis il va tout droit, en fait. Et c'était l'impression qu'il donnait, quoi. Ah ouais, non, mais clairement, comme je te dis, pour moi, c'est l'un de ses meilleurs matchs cette année. Et comme je t'ai dit, si ce n'est le meilleur. Et vraiment, il y a ce petit côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde avec Lee Hunter. Et quand vraiment on a face à nous Mr. Hyde, bah en fait, je vous dis, c'est pas le même joueur. C'est-à-dire qu'on passe d'un joueur qui a une très bonne capacité à défendre deux gaps à un joueur qui, 80% du temps, n'est pas assez explosif pour jouer du one gap. Et bah quand il est sur ces 20%-là, je vous dis, il se transforme. Et en fait, on se dit clairement, bah s'il pourrait jouer dans un one gap, tellement il fonce dans les trous, il est explosif. Joe parlait de sa technique de main. Moi, je lui ai noté justement une technique de main qui n'est pas extraordinaire, mais par flash, justement, il est capable d'un coup, tu sais pas pourquoi, il commence à te sortir des swims, il commence à te sortir un combo, donc push, pull, swim. Il aime beaucoup le faire, qui est excellent, mais la plupart du temps, on ne le voit pas. Et c'est très curieux, en fait. C'est très curieux, et donc je sais pas trop quoi en penser de Lee Hunter. Parce que si en fait 80% du temps il montre une chose et que seulement sur 20% il est capable de montrer autre chose, je suis pas sûr que la NFL lui accorde tant de valeur que ça vu son âge en fait. Un joueur de 20, 21 ans, 22 ans qui fait ça, je vous aurais dit il part dans les 2 premiers tours. Là, j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Et il le ferait tout le temps, de toute façon, il Ah serait bah pas au niveau là. s'il le faisait tout le temps, il aurait été top 15 comme on C'est parlait tout ça. à l'heure de Peter Woods. C'est ça. Donc oui, il y a des stats, il y a des flashs extrêmement sympas, mais comme je vous disais en début d'épisode, il faut regarder des matchs complets. Enfin, comme Joe vous le disait plutôt, il faut regarder pas seulement des highlights, parce que si vous regardez les highlights, vous allez vous faire une idée du joueur qui sera pas tout à fait réel. Et dans les faits, Lee Hunter, il y a des vrais trucs à travailler. Joe disait tout à l'heure qu'il est capable de foncer en un éclair et qu'il est rapide sur un terrain et tout. Mais comme je vous dis, c'est sur ces 20%-là, parce que le reste du temps, finalement, j'ai trouvé que Lee Hunter, il était assez pâteau. Très souvent, quand il se déplace, on a l'impression, vous savez, de voir un espèce de gros monsieur ou un enfant éléphant. C'est-à-dire que vous le voyez bouger, il a boum, 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 boum. Et il n'est pas super rapide, il n'est pas extrêmement agile, il n'a pas une vitesse latérale excellente. C'est-à-dire que tant que le jeu se passe entre les deux tackles, donc dans la tackle box, il est capable de faire le jeu. Dès que ça commence à passer à l'extérieur, finalement, on voit que c'est assez limité. Et on sait qu'en NFL, ça va plus vite, qu'il y a des meilleurs athlètes, des meilleurs running, des meilleurs O-line. Donc ouais, je pense que Lee Hunter, malgré toutes ses qualités, malgré le petit capital sympathie qu'il peut avoir, finalement, il ne fit pas tant que ça avec ce que la NFL moderne recherche. Et avec son âge, j'ai peur qu'il glisse un petit peu. Après, c'est comme on vous le disait en introduction, c'est pas parce que je le vois glisser un petit peu et avoir des vraies limitations que ça ne veut pas dire qu'il sera incapable de faire une très grande carrière. Moi, je pense le contraire. Je pense que l'équipe qui va le récupérer, si elle est assez intelligente et si elle sait ce qu'elle veut en faire, de par sa mentalité, de par son envie, de par ce qu'il montre, je pense qu'il va faire une longue carrière.
même s'il est que dans une rotation, même s'il n'est pas forcément titulaire, en fait, ça va être le genre de mec que tu gardes dans une équipe. Et je sais pas, moi, dans 3-4 ans, on va le voir à 28, 29 ans, prendre une place de titulaire sans faire de bruit, mais faire ses matchs. Donc à voir. Moi, en tout cas, ouais, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et si vous avez des besoins en nose tackle plutôt, parce que j'allais dire en intérieur D-line, mais je suis pas sûr qu'il soit capable de faire cette transition au poste de Tech 3, donc plutôt sur un poste de nose tackle. Ouais, à partir du troisième tour, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant et je pense qu'il peut avoir un vrai impact dans une rotation. Ouais, parce que là, sur les mocks, il y en a beaucoup, ils le mettent 45, 50. Moi, voilà, s'il sort entre allez, la 75 et 100e place, je me dis ça, c'est un range correct pour lui. Mhm. C'est très bien. Et déjà, quand tu es drafté dans les 100 premiers de la draft, déjà, ça donne déjà une valeur d'une personne. Donc, je pense que Ouais, c'est la ça. valeur d'un joueur. Donc, C'est ça. c'est pas dénigrer le joueur. C'est à un moment donné, il faut donner à peu près un range. Moi, je me dis, voilà, deuxième tour. Voilà, je me dis alors, fin de deuxième tour, ou alors entre 3, dans le troisième tour, entre 63 ou 64 à 100, je me dis, c'est à peu près son range. Et ça me Ouais, paraîtrait c'est ça. correct, quoi. Moi, si Ça tu me me paraîtrait demandes, correct. ouais, je te dirais ouais, fin de troisième. À partir du milieu du troisième, je serais pas étonné. On est sur sa valeur. Quatrième, je commencerai à me dire que c'est un bon petit style, tu vois, parce que je pense que Ouais, tu as gagné beaucoup de valeur si tu es capable de le récupérer au quatrième. bien sûr. Maintenant, s'il part un petit peu plus tôt au deuxième, je serais étonné, parce que je me dirais que sur ce que moi j'ai vu, je suis pas sûr qu'il vaille un deuxième tour, mais je pourrais le comprendre. Le mec est tellement, en fait, le mec a tellement une bonne mentalité, ça se voit que c'est un bon gars que Exactement aussi. bah, je peux comprendre, en fait. Tu vois, je peux comprendre l'équipe qui me dit, écoute, j'ai un mec qui a peut-être pas un potentiel dingue, mais il a un très bon plancher. Il va être capable de prendre des reps en année 1. Il sera capable de m'apporter quelque chose sur ma D-line. Bah, entre lui et un autre, écoute, j'ai fait des interviews individuelles avec lui. Bah, ça s'est super bien passé. J'aime bien le gamin. Bah, je vais le prendre lui plutôt qu'un autre. Je vais pouvoir le Exactement. comprendre, mais je serais étonné. Exactement. Moi, je disais, voilà, c'est les interviews qui peuvent faire foi et le faire changer, l'upgrader un petit peu à la prochaine draft. Voilà, c'est ce que Mhm. je voulais dire. Ce que je voulais dire. Ok, très bien. Voilà, on était complet sur l'Inter. On va passer au dernier joueur que l'on a présenté ce soir. Et un second joueur de Clemson incroyable, Devontae Capart. Alors, Ryan m'en parle depuis l'année dernière. Il a même fait un petit scouting choix d'avant-saison. Je crois qu'il en avait parlé. Ou ouais, Mhm. je ne sais plus si ça a fait le scouting, mais je crois que tu avais posté quelque chose sur lui. Voilà, c'est un joueur. Voilà, moi, je le sais, ses limitations. Je sais exactement qui était Devontae Capart. Mais par contre, ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est que c'est un joueur d'équipe et mentalité pour moi irréprochable. Alors, je ne sais pas ce que toi, tu as observé, Ryan, mais moi, c'est ce que j'ai pu observer. Ce que j'ai de le connaître et de le voir à chaque match. Voilà, c'est la mentalité qui était exemplaire de Devontae Capart, quoi qu'il arrive. Bah, déjà, moi, ce que je lui ai noté, c'est l'une des plus grosses capacités à défendre la course de toute la draft. Qu'on se le dise, pour moi, il est à peu près au rang d'un Dominic Orange. Tu vois, genre vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs run stoppers de la QV. On a fait on a fait une grosse parenthèse Clemson avec Peter Woods tout à l'heure pour parler un petit peu de l'utilisation de certains joueurs, d'un coaching qui n'est pas forcément excellent, de joueurs qui peuvent être décevants. Bah, en fait, des Monte Cape Art, c'est clairement ça. Pour moi, c'est un joueur qui aurait dû exploser bien plus tôt. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas été le cas. Ou plutôt si, je comprends encore une fois quand tu vois son utilisation, c'est j'ai peur que en fait le coaching de Clemson se soit dit écoute, il est excellent en run stop, bah, on va le foutre nose tackle. Parfois il se retrouvait en tech 0, donc nose tackle au milieu d'une défense 30, et c'est pas ce qu'il lui faut à ce mec-là. En fait, ce mec-là, c'est écrit sur son front qu'il faut le faire jouer sur un front 4. Euh, c'est écrit sur son front qu'avec les capacités athlétiques qu'il avait, la force qu'il avait, le gab qu'il avait, il aurait fallu bosser sur sa technique de pass rush parce que c'est ce qui lui manque, bordel. Le mec, en fait, aurait pu passer de nose tackle bon à
potentiel defensive tackle excellent. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Toute sa carrière, il a été utilisé comme un run stopper basique. Et c'est ce que je reproche en fait au coaching de Clemson. Il y a beaucoup trop de turnover avec Capehart pour qu'il puisse vraiment peser sur un match, comparé à un Peter Woods ou un TJ Parker, pour citer que sur la D-line de Clemson, qui eux prenaient énormément de reps. Capehart, c'est honteux. C'est-à-dire que des fois, il rentre pour 2 reps, il sort. Il rentre pour 1 rep, il sort. Il se retrouve à jouer en nose tackle au milieu de la défense, à prendre 3 mecs sur la gueule pour 1 rep. Bah, il tient sa position, il fait le boulot et il sort. Et comme je vous dis, là, Capehart, on parle d'un joueur, contrairement à Peter Woods, qui lui est passé, donc ira sur ses 24 ans en juillet prochain. Donc ouais, maintenant il est considéré comme un joueur âgé, comme un mec unidimensionnel de run stopper qui sera capable de prendre des double teams, alors que le joueur, quand tu le vois jouer, il a une fluidité, une mobilité pour un mec de son gabarit qui sont excellentes, mais il a rien sur sa palette de pass rush. Je pense honnêtement que Clemson ne lui a jamais fait bosser son pass rush. Il est inutile sur pass rush. Et c'est à cause de ça qu'en fait, vous prenez cette inutilité sur pass rush et son âge, une production à Clemson qui est très décevante. Bah ouais, il n'y a pas de secret en fait. Un mec avec ce profil-là, en fait, il va tomber. Il va tomber à la draft. Et pourtant, là, si je vous mets la ligne de stats entre lui et Peter Woods, la ligne de stats, elle est quasiment la même. Alors que lui, il a peut-être, vous divisez son nombre de snaps par 2 par rapport à un Peter Woods. Donc, au bout d'un moment, Joe le sait, je lui ai parlé, je lui rabâche les oreilles avec ça depuis 2 ans maintenant. Mais bordel, les joueurs, quand ils sortent de Clemson, ne sont pas préparés convenablement à la NFL. C'est-à-dire que vraiment, et je l'ai noté, je crois, dans l'article de Peter Woods, c'est triste à dire, mais les joueurs sont utilisés comme des. J'ai même pas de mots. En fait, ils sont pris et ils sont utilisés pour la gloire de Clemson. C'est-à-dire qu'ils sont utilisés pour faire. Pour performer à Clemson, pour aller gagner des titres, pour essayer de faire des choses à Clemson, sans penser à leur développement pour la NFL. Tu ne penses pas à tes gamins, tu penses à la performance immédiate. Et en fait, dans la performance immédiate, Clemson avait besoin d'un run stopper de rotation, sporadique à certains moments, à utiliser Capehart pour ça, sans jamais chercher à développer le gamin. Et en fait, ça m'énerve parce que Joe le sait, Capehart, c'est un mec, ça fait 2 ans que je le suis. Je lui voyais un potentiel monstrueux parce que pour moi, oui, il y a des soucis techniques à bosser, le leverage, un take-off qui n'est pas excellentissime, mais c'est surtout un manque de technique sur sa palette de pass rush. Et on ne. Je pense, encore une fois, je ne suis pas dans le coaching staff, je ne suis pas à tous les entraînements, mais je pense que ça n'a pas été bossé. Parce qu'un joueur qui bosse des techniques, tu l'aurais vu l'essayer. Tu le verrais essayer plus de choses que ce qui est là. Et là, vraiment, c'est de la domination bête et méchante, quoi. Le mec fait que du bull rush tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est chiant, en fait. C'est chiant. Parce qu'il a tellement de qualité que tu aurais pu développer. Et aujourd'hui, en fait, le mec va se présenter en NFL à 24 ans avec un profil unidimensionnel. Et je suis pas sûr, en fait, qu'aujourd'hui, il y ait une équipe NFL qui va chercher à le développer. Alors, c'est triste à dire, j'espère que oui. On en parlait tout à l'heure avec Lee Hunter, où même des joueurs un petit peu âgés peuvent se développer sur le tard. Mais voilà, j'ai peur qu'en fait, l'étiquette qui a été collée à Capehart, ils ne puissent pas s'en détacher, en fait, tout simplement. Et j'ai peur que même Capehart, en fait, tout simplement, se dise que il a été drafté grâce à ça. On lui a fait jouer ça pendant 3 ans à Clemson. Donc, en fait, le jour où tu as un mec qui va chercher à le développer, il va voir que le mec se fait dominer aux entraînements et se fait casser la gueule aux entraînements et que ça ne marche pas, qu'il ne prend pas de reps sur ses premières années. En fait, le mec risque de se décourager, de se dire, mais en fait, je comprends pas pourquoi on me demande de faire ça alors qu'on m'a jamais demandé de le faire à Clemson et que c'est grâce à ce que j'ai fait à Clemson que j'ai été drafté. En fait, tout peut vite aller, quoi. Donc je suis très déçu, très énervé à propos de Clemson sur le non-développement de certains joueurs et c'est pas de la faute de Capehart. Je continue de mettre une énorme valeur à Capehart en day 3. Donc malheureusement, maintenant j'en parle comme d'un joueur de 3e jour. Mais je pense qu'il y a une équipe qui va faire une super affaire en allant le chercher, même si ce n'est que pour être un run stopper sur un front 4, le faire jouer en tech 1
parce que je pense qu'il a vraiment ce potentiel moderne, à minima, de se développer en tant que Tech 1, même s'il se développe que très peu sur son pass rush. Bah, il restera nose tackle toute sa carrière, alors que pourtant il avait le gabarit pour être un super defensive tackle Tech 3. Mais écoute, maintenant il faut faire avec ce qu'on a, et avec ce qu'on a, bah, je me dis qu'on va essayer de le développer en tant que nose tackle sur un front 4 en tant que Tech 1. Je pense qu'il pourra avoir un avenir radieux à cette position. Et voilà, j'espère pas que l'équipe qui va le drafter va le mettre sur un front 30, parce que j'ai beaucoup de mal à le voir exister en tant que tel, surtout face à des interior O-line de calibre NFL. Ok, bon bah c'est complet. Hein. Moi je vais pas rajouter quelque chose voilà sur Damonte Capart. Voilà je sais plus quoi dire. On verra bien. J'espère que ça changera et j'espère qu'il fera une belle carrière NFL. On va refaire le tour rapide des joueurs que Ryan nous vient de nous présenter. Donc le premier, c'était Dominic Orange, le defensive tackle d'Iowa State. Ensuite, on a parlé de Peter Woods, defensive tackle donc, de Clemson. Caden McDonald d'Ohio State. Lee Hunter de Texas Tech. Et Damonte Capart de Clemson. Ryan, eh ben, on va conclure l'épisode. C'est encore un bel épisode sur les defensive tackles et les beaux monsieur. Donc prochain épisode, bon, voilà, vous verrez qui on présentera, ça sera une surprise. On va laisser le doute planer comme ça. Ryan, je te souhaite en tout cas une belle journée, une bonne journée pour ceux qui ont écouté le podcast. Merci à toi, merci encore d'avoir pris le temps. N'hésitez pas à aller follow Ryan Scoot sur Twitter. N'hésitez pas aussi à aller donner de la force à la team The Triplay, le site internet, lire les fiches de scouting, bien évidemment. Et n'hésitez pas à faire votre tour, poser des questions, alimenter aussi la page de Ryan pour montrer que nous, en France, aussi parler foot américain aux Américains, clairement. Parce que, voilà, on voit des petits moments, les Américains qui osent dire des choses ou qui viennent sur la page de Ryan balancer des absurdités. Parce que là, c'est même pas des débats, là, c'est carrément, tu connais rien, voilà, en gros. Donc voilà, Ah donc oui, n'hésitez bah pas. ça à chaque année, mais bon, comme je t'ai dit, Ouais, je m'en occupe plus. Je m'en occupe exactement, exactement. Donc on va conclure l'épisode là-dessus. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée. Que Dieu vous garde, car moi j'ai pas le temps. Et vive le college football, quoi qu'il arrive. Ciao tout le monde, à bientôt.